nous avons proposé de venir ce matin dans le cadre du projet de loi constitutionnelle dont le Sénat est saisi et de la modification de son article 1er. Je voudrais peut-être vous présenter Madame Mélanie Blanchetot, vous-même, Monsieur Victor Costa, c'est vous monsieur, et Monsieur Grégoire Frati, c'est vous. Je rappelle peut-être pour chacun des collègues quelques éléments. La création de la Convention citoyenne pour le climat résulte en réalité d'une initiative du président de la République qui a annoncé le 25 avril 2019, au lendemain du grand débat national lui-même organisé en réponse à la crise des Gilets jaunes. C'est la première fois en fait qu'était expérimentée en France et à l'échelle nationale cette forme de démocratie dite participative qui repose sur la réunion d'assemblées de citoyens tirés au sort de manière à assurer leur représentativité au sens statistique du terme. En l'occurrence, la Convention a été investie d'un rôle consultatif sur un sujet précisément défini. Selon la lettre de mission du Premier ministre, il s'agissait, et je cite, de définir les mesures structurantes pour parvenir, dans un esprit de justice sociale, à réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40% d'ici 2030 par rapport à 1990, ceci conformément aux objectifs fixés par l'Union européenne. L'organisation de la Convention a été confiée au Conseil économique, social et environnemental. Un comité de gouvernance a été mis en place pour accompagner la Convention, constitué de personnalités qualifiées dans les domaines du climat, de la démocratie participative, je reprécise, et des questions économiques et sociales, ainsi que des représentants du ministère de la Transition écologique. Après 8 mois de travaux, la Convention a adopté le 21 juin 2020 un rapport au terme duquel 149 propositions ont été formulées. Il s'agit, je le rappelle, d'une première qui entend répondre à la volonté expérimentée par de nombreux concitoyens de participer de façon plus directe et continue à l'élaboration des décisions les concernant. C'est tout particulièrement le cas dans un domaine aussi complexe et transversal que la protection de l'environnement, et c'est d'ailleurs pourquoi la Charte de l'environnement, adoptée à l'initiative du président Jacques Chirac, a consacré le droit de toute personne de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. Toutefois, le sujet qui nous occupe aujourd'hui concerne la traduction dans notre ordre juridique des propositions faites par la Convention citoyenne pour tenter d'améliorer, je crois que c'est plus juste, la gouvernance de la transition écologique. À ce propos, la Convention a formulé 4 principales recommandations qui nécessiteraient en tout ou partie une révision de la Constitution. Je voudrais vous préciser ces 4 recommandations. La première, elle a proposé, je parle de la Convention, de modifier le préambule de la Constitution pour y ajouter une nouvelle règle de conflit entre principes constitutionnels, sous la forme d'une phrase qui serait rédigée de la manière suivante: la conciliation des droits, libertés et principes qui en résultent ne saurait compromettre la préservation de l'environnement, patrimoine commun de l'humanité. La deuxième recommandation, c'est la modification de l'article 1er de la Constitution, nous y arrivons, pour y ajouter un alinéa au terme duquel, et je cite, « La République garantit la préservation de la biodiversité, de l'environnement et lutte contre le dérèglement climatique ». La troisième recommandation que vous aviez formulée est le contrôle des politiques environnementales. La Convention propose de créer un défenseur de l'environnement sur l'exemple, le modèle qui existe déjà du défenseur des droits. Et enfin, la Convention appelle à réformer le Conseil économique, social et environnemental, cher à Madame Jourda, notre sénatrice ici qui a été rapporteure du texte, en y incluant des membres tirés au sort et en renforçant ses compétences consultatives. Voilà les recommandations que vous avez formulées. Nous avons souhaité vous entendre pour que vous nous confirmiez tout ça, votre analyse, de façon à ce que le Sénat, dans sa sagesse habituelle, aborde le texte en ayant entendu tout le monde, et il aura naturellement à se prononcer dans le courant du mois de mai, au début du mois de mai prochain, c'est-à-dire finalement assez vite. Voilà, j'ai été sans doute trop long, mais je pense que cette présentation était nécessaire pour que tout à chacun situe les choses. Je vous redis qu'ici, vous avez une grande partie des membres de la Commission des lois. Certains seront en visio, je vous l'ai déjà dit. Et vous est présent mon collègue Guillaume Chevrollier, qui est rapporteur pour avis de la Commission développement durable sur ce texte et qui est, comme moi, en charge de vous entendre
De vous écouter, je ne sais pas, mais de vous entendre. Bien, c'est vous, monsieur, qui débutez? Non, justement, je voulais juste vous remercier de nous recevoir et de savoir de combien de temps on dispose pour ce propos liminaire, afin qu'on ne soit pas trop long et qu'on laisse de la place pour... Il faut qu'on ait fini avant 20h. Donc, plus sérieusement, beaucoup plus sérieusement, 11h20, on peut jusqu'à 12h15, c'est bien, on a une bonne heure. Voilà, donc c'était juste pour savoir. On va faire une première présentation à 3 voix. Puis après, il y a un jeu de questions. Exactement. D'accord, merci à vous. Vas-y, Victor. Donc, c'est monsieur Costa. Voilà. C'est moi qui vais démarrer les hostilités. Pas d'hostilité au Sénat. Il y a la contradiction, mais pas d'hostilité. Donc je me présente, Victor Costa, j'habite en Bourgogne, proche de Saint-Fargeau, belle région. Et puis je travaille comme auto-entrepreneur dans la désinfection, dératisation, voilà. Donc voilà, pour situer un peu les choses. Donc j'ai un petit texte. Il vaut ce qu'il vaut, mais voilà, je l'ai fait comme ça et on y va. Alors, nous souhaitons mettre en évidence les relations des équilibres naturels et des ressources dans la loi. Je me suis permis de prendre deux petits passages du préambule de la Charte de l'environnement parce que je trouve que c'est plus pertinent que les articles, en fait. Donc je les cite. Le peuple français considérant que les ressources et les équilibres naturels ont conditionné l'émergence de l'humanité, que l'avenir et l'existence même de l'humanité sont indissociables de son milieu naturel, qu'afin d'assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins. Préambule de la Charte de l'environnement de 2005. Donc, partant de ce postulat, que pourrait-il advenir si les ressources viennent à manquer et si les équilibres sont rompus? Que peut-il se passer? La question des ressources sont-elles finies ou infinies? Non spécifié dans la Charte de l'environnement, il semble raisonnable de penser qu'il ne peut y avoir de ressources infinies dans un monde fini. L'objectif de cette proposition est multiple. Il faut obliger l'État français à agir, mais aussi lui rappeler son obligation de résultat tel que son engagement dans les COP, et c'est l'objectif d'un verbe d'action comme garantir. Inclure la notion de climat non présent dans la Charte de l'environnement, réaffirmer la protection de la biodiversité nécessaire à un maintien des écosystèmes, rendre la jurisprudence plus explicite pour les législateurs, renforcer et réaffirmer la Charte de l'environnement par une double inscription dans la Constitution. Cette proposition est aussi celle partagée et soutenue par de nombreuses ONG, constitutionnalistes, parlementaires. Elle est donc acceptable par la société, comme par les juristes. Elle a également la force d'être claire, concise et évite toute interprétation malhabile. Aujourd'hui, il existe un projet gouvernemental pour inscrire l'environnement dans la Constitution qui se rapproche de notre proposition, mais avec le terme « agir ». Néanmoins, cette notion d'agir est juridiquement pas satisfaisante. Le terme « agir » n'a pas grand sens juridique, alors que « garantir » a une connotation plus forte avec obligation de résultat. Néanmoins, ne nous trompons pas, il ne s'agit pas de garantir d'arrêter le changement climatique, mais de garantir la lutte contre le dérèglement climatique. C'est une garantie de moyens et non pas une garantie de résultat. À la finale, ça sera quand même une garantie de résultat, mais bon, c'est ce qu'on souhaite. Garantir, c'est ce que nous proposons. Il faut imposer une contrainte forte pour garantir le respect des textes actés par la Constitution via la Charte de l'environnement et l'article 1er de la Constitution. La République française doit protéger l'environnement et la biodiversité en respect des générations futures, elles-mêmes en charge de perpétuer la continuité de l'humanité en respect avec les écosystèmes. Voilà. Merci, monsieur. Je vous précise que le projet de loi tel qu'il a été déposé utilise bien le verbe « garantir ».
Monsieur. Bien sûr, justement, j'allais faire le lien avec sa présentation en rappelant que, effectivement, ce qui était souligné par M. Costa, c'est qu'il y avait une proposition initiale du gouvernement qui était sur ce verbe agir. Et justement, moi, j'arrivais sur la construction de cette proposition par les citoyens de la Convention citoyenne. Je me présente très rapidement, donc Grégoire Frati, moi je suis un citoyen normand de la Convention citoyenne pour le climat. Effectivement, nous, on a fait une construction nouvelle. On a repris, en fait, ce qui était existant autour de cette modification de l'article 1. On avait des propositions de la Fondation Nicolas Hulot, la proposition du gouvernement, la proposition de certains constitutionnalistes. Et finalement, ce qu'on posait les 150, c'est quelque chose de nouveau. On n'avait jamais mis ces 17 ou 18 mots, selon si on prend l'apostrophe, dans ce sens-là, avec ce terme garantir, avec ce terme lutte. On est allé vers quelque chose qui répondait à un certain équilibre. Et finalement, bien que je l'ai entendu certaines fois, en fait, personne n'est venu nous glisser à l'oreille cette proposition qui est le fruit d'une construction citoyenne. Et moi, je tenais à le rappeler parce que, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, c'est nouveau, c'est cette convention citoyenne, et des citoyens se sont attachés à réfléchir à l'objet constitutionnel, et je trouvais ça intéressant et important de le rappeler parce que dans le symbole, moi, je trouve ça plutôt positif de voir que le citoyen s'intéresse aussi à la Constitution et pas simplement aux lois qui agissent et qui régissent notre pays. Donc oui, notre proposition avec ce terme garantir, avec ce terme lutte, ce sont des mots forts, ce sont des verbes forts, mais on en a pesé chaque mot. On a rencontré beaucoup d'experts, beaucoup de scientifiques, beaucoup de constitutionnalistes, beaucoup d'élus, comme vous le faites vous également d'ailleurs, ou comme l'ont fait les commissions à l'Assemblée nationale. Et on en est arrivé donc à faire ces choix. Ces choix de la Convention citoyenne, en fait, moi je le présente comme une proposition en fait assez modérée qui arrive sur un fil, parce qu'en fait nous sommes arrivés avec des verbes forts, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, garantir et la lutte, mais nous avons aussi mis de côté certaines propositions qui nous étaient proposées et que nous avions trouvé trop ambitieuses. Par exemple, nous n'avons pas parlé de limites planétaires ou de principe de non-régression, parce que nous voulions justement arriver à ce consensus. Entre nous, déjà, nous avions eu du mal à le trouver, parce qu'effectivement, nous avions certains citoyens qui disaient « attention, le verbe garantir est trop fort » ou attention, cette proposition n'est pas assez forte. Et c'est cet équilibre-là qui est arrivé à faire consensus parmi les 150 et qu'on essaye d'apporter au consensus politique maintenant au sein des parlements pour l'étape d'après, bien sûr, je le rappelle, arriver au référendum, arriver à ce consensus au référendum, au consensus au sein de la population. Donc oui, comme l'a rappelé Victor, il y a déjà une charte de l'environnement qui apporte certains effets, mais finalement, cette charte de l'environnement, il n'y a pas la notion de climat, c'est un peu un bloc qui est difficilement malléable par les juridictions, on l'a bien vu, et c'est d'ailleurs une partie du constat que nous avions fait, et ce pourquoi nous pensions utile de donner un outillage juridique supplémentaire, pour permettre justement à l'environnement, à la biodiversité et à la lutte contre le dérèglement climatique d'avoir quelque chose de plus fort pour pouvoir les protéger. Ma collègue Mélanie Blanchetot reviendra sur le choix de ces termes et sur pourquoi est-ce que ces termes sont choisis judicieusement par les citoyens, si je peux le dire. Je vais juste finir mon propos sur le fait que outre tout l'aspect juridique, l'aspect démocratique, l'aspect écologique, il y a un aspect symbolique, je vous l'accorde. Mais pour moi, ça ne doit pas être un contre-argument, parce que cet aspect symbolique, il est important. Le drapeau bleu-blanc-rouge, la Marseillaise sont des symboles forts qui, en fait, animent chaque Français. Nous, on veut que l'écologie puisse animer également chaque Français, puisse être un autre de ces symboles forts. On a besoin de symboles. L'article 1 donne un peu la direction de la démocratie française, et il nous semblait, nous, important d'y mettre, d'autant plus par référendum, ces notions-là. Mais, bien sûr, il y a cette notion de symbole, mais pas que, et du coup, je vais passer la main à Madame Blanchetot pour vous parler notamment de tous les effets juridiques également qu'on escompte derrière cette proposition. Merci. Bonjour à tous. Merci beaucoup de nous recevoir. C'est un honneur. Donc, je m'appelle Mélanie, j'ai 37 ans, je suis cadre dans l'événementiel et j'habite dans les Hauts-de-Seine. Et je n'étais pas tirée au sort comme mes autres concitoyens, pas spécialement militante ou écolo, vraiment citoyenne lambda, on va dire. Donc effectivement, comme le disait Grégoire, on hésitait avec une formulation plus ambitieuse, mais on s'est contenté d'une formulation qui nous paraissait raisonnable et pas révolutionnaire. Et on a tenu compte en fait de nombreuses voix qui s'élèvent pour dire que si la République ne garantit pas, c'est juste du greenwashing institutionnel. Et par cette réforme, et si elle va au référendum, ce serait pour que le peuple précise et réaffirme sa volonté et les obligations juridiques de la charte de l'environnement. Donc on a d'autres
si vous voulez, dans les échanges qu'on aura peut-être le temps d'avoir après, on pourra échanger sur les arguments et la réflexion qu'on a eue. Mais on souhaitait partager avec vous une note de Marie-Anne Cohandé. Je ne sais pas si vous l'avez déjà auditionné, donc qui est professeure de droit à la Sorbonne, constitutionnaliste et spécialiste en droit de l'environnement, sur les risques de cette inscription à l'article 1er et ensuite les risques d'une non-inscription de cette norme à l'article 1er. Donc dans les risques de l'inscription, le premier c'était, est-ce que ce serait un effet boîte de Pandore ? Il existe un effet boîte de Pandore pour n'importe quelle révision constitutionnelle, qu'il s'agisse de l'article 1er ou d'autres articles, par exemple l'article 34, même s'il est légèrement plus important pour l'article 1er. Les revendications qui peuvent s'exprimer si l'on commence à modifier l'article 1er peuvent être écartées aisément d'un point de vue politique, notamment en observant qu'une action forte pour protéger l'environnement et lutter contre les changements climatiques est revendiquée depuis longtemps et avec constance par nos présidents de la République, ce qui n'est pas le cas d'autres réformes. De plus, elle est dictée par l'urgence. Deuxième risque, de transformer l'article 1er en catalogue. Certains reprochent à l'article 1er de devenir une sorte de catalogue au fil des révisions successives. C'est normal car cet article énonce les principes fondamentaux et ces principes peuvent légitimement être modifiés avec l'évolution des connaissances, par exemple sur les changements climatiques. C'est une bonne chose que ces principes puissent être enrichis au fil du temps, car cela montre que les représentants du peuple sont à l'écoute des citoyens et savent faire évoluer la Constitution avec les grands changements de société. Troisième risque, sur des risques juridiques, les risques juridiques qui seraient conséquents. David Boyd, un Canadien qui est rapporteur aux Nations Unies sur les nations humaines, a étudié les dispositions constitutionnelles relatives à l'environnement et leur application par les pouvoirs publics et par les juges dans tous les pays du monde. Il a constaté que dans tous les pays, l'adoption de ces normes avait été contestée par des groupes de personnes qui invoquaient toujours les mêmes arguments pour s'y opposer et que dans tous les cas, l'expérience a prouvé qu'aucune de ces craintes ne s'est concrétisée. Par exemple, que ces dispositions n'étaient pas normatives car trop floues, trop imprécises. Elles ne le sont pas plus que la liberté, l'égalité ou la laïcité, et de nombreux tribunaux, qu'ils soient constitutionnels, judiciaires ou administratifs, ont appliqué ces règles exactement comme d'autres règles constitutionnelles. Que ce ne serait pas directement, que ça risquerait de générer des milliers de procès, ici des milliers de QPC, donc question de priorité constitutionnelle. De contentieux aurait paralysé les tribunaux. Au contraire, les tribunaux ont fait preuve d'une prudence souvent excessive dans l'application de ces nouvelles normes constitutionnelles. En France, nous avons déjà l'expérience de la Charte de l'environnement, dont certains prédisaient au moment de son élaboration qu'elle conduirait à l'asphyxie des tribunaux, alors que les juges l'ont appliquée avec beaucoup de modération. Que cette modification conduirait à des atteintes aux droits et libertés fondamentaux. Cela ne peut pas être le cas, car si la République doit garantir l'action contre les changements climatiques, tout comme elle garantit par exemple la laïcité ou l'égalité, dans tous les cas, ces nouveaux droits et libertés constitutionnels ont la même valeur que les autres. Et donc les juges, et notamment le juge constitutionnel, doivent les garantir tous, en mettant en balance les atteintes portées par les uns pour garantir les autres. Ils pourront par exemple constater que certaines limitations pourront être apportées au droit de propriété ou à la liberté d'entreprendre pour garantir la survie de la planète, mais il veillera toujours à ce que ces limitations soient justifiées et proportionnées et qu'elles ne portent pas une atteinte excessive aux autres droits, notamment la propriété ou la liberté d'entreprendre. Que ça risquerait de ruiner l'économie en paralysant les entreprises. L'expérience a prouvé le contraire. Les entreprises ne sont pas paralysées, ni l'économie, nulle part au monde remise en cause par ces normes. Le monde des entreprises est incité, de manière progressive et raisonnable, à développer des activités plus respectueuses de l'environnement. Ces dernières années, sous l'influence des compagnies d'assurance en particulier, le monde des entreprises a compris que ce n'est pas la lutte contre les changements climatiques qui risquait de le ruiner, mais bien au contraire les changements climatiques eux-mêmes, et donc l'inaction contre ces changements. Loin de remettre en cause la survie de l'économie, ces normes peuvent au contraire l'assurer durablement. Pour bien établir le bilan coût-avantage de cette inscription à l'article 1er, on peut donc réfléchir aux risques liés à l'absence de cette inscription. Donc je vais vous les citer, il y a 6 points, et je vais terminer. Donc ce sera le premier point, l'inscription à l'article 34 a pour seule conséquence de restreindre au Parlement le pouvoir. Donc si par exemple on inscrivait à l'article 34 et pas à l'article 1er, comme ça avait été proposé, donc ça aurait pour seule conséquence de restreindre au Parlement le pouvoir de définir les principes de l'action dans ce domaine.
Deuxième point, risque de désillusion, d'impression d'avoir été floué par des discours politiques ambitieux. Troisième point, l'obligation de lutter contre ces changements ne serait pas imposée par la Constitution et cette action dépendrait donc du Parlement et non pas de la volonté du peuple inscrite dans la Constitution par ses représentants. Quatrième point, l'obligation d'agir contre ces changements climatiques pourrait être remise en cause au premier changement de majorité, puisqu'elle serait dictée par la loi et non pas par la Constitution. Cinquième point, l'accord de Paris pourrait être dénoncé à l'occasion d'un tel changement. Et enfin, dernier point, la France serait moins avancée que d'autres pays alors qu'elle entend être leader mondial dans ce domaine. Voilà, donc ça c'était une note notamment de Marianne Cohandé qui avait alimenté nos réflexions, mais on avait d'autres, voilà, on pourra dans le débat peut-être discuter sur d'autres points qui avaient alimenté. Voilà. Bien, merci madame. Alors, je vais donner la parole peut-être en premier à monsieur le rapporteur pour avis, puis ensuite monsieur Sueur. Oui, merci Monsieur le Président, merci Madame, Monsieur pour votre présence, vos interventions et vos travaux sur l'adaptation au changement climatique, qui font partie des préoccupations de ma commission au Sénat, l'aménagement du territoire et du développement durable. Nous sommes mobilisés et on essaie de trouver des solutions pour être efficaces. Et on considère aussi que les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires et qu'il faut parfois bien sous-peser, mais vous avez fait un travail approfondi par rapport aux auditions, ce qu'on fait actuellement. Moi, je voulais vous interroger sur la genèse un petit peu de votre proposition, parce qu'on voit, et vous l'avez rappelé, on dit que cette phrase, c'est une phrase proposée par la Convention citoyenne. Or, il y avait déjà eu en 2018, en 2019, des propositions de phrases assez similaires à celles. Après, les verbes ont évolué. Et peut-être préciser comment vraiment l'action précise de la Convention citoyenne, ou est-ce que ça a été soufflé par d'autres personnes. Et deuxième question sur la charte de l'environnement, et notamment l'article 6, qui fait état de la mobilisation nécessaire pour concilier la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social. Donc la définition du développement durable. Et voilà, au Sénat, je suis dans la commission du développement durable. Il y a ces trois notions à mettre sur le même pied et pas de hiérarchisation à avoir. Or, le fait de mettre dans l'article 1 pourrait créer cette hiérarchisation, il pourrait créer un contentieux et un certain nombre de problèmes, d'où un certain nombre d'interrogations par rapport à la proposition de révision de la Constitution. Voilà ce que je peux dire à ce stade. Et oui, sur les effets juridiques que vous attendez, la portée, quelles personnes vous avez auditionnées au sein de votre convention, vous avez réfléchi entre vous, mais est-ce que vous avez auditionné, donc vous avez dit des juristes de l'environnement, des constitutionnalistes, et également le monde économique, et quelles réflexions et quelles interrogations ont traversé aussi les conventionnalistes que vous êtes. Merci. Merci. Je vais donner la parole à quelques autres collègues. Madame Verrien, qui doit être en visioconférence. Est-ce qu'elle nous entend ? J'entends et j'arrive tout de suite. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, ma question est vraiment va continuer celle de Monsieur Chevrollier, puisque je vois pour de vrai des gens qui ont participé à cette convention citoyenne. Je découvre d'ailleurs que j'ai un voisin de Saint-Fargeau. Je voulais savoir justement quelle était la part que vous aviez, comment votre réflexion s'était articulée entre l'écologie et l'économie. Et est-ce que vous aviez rencontré, notamment, je pense aux Normands et aux Bourguignons, les syndicats agricoles et les différents syndicats d'entreprises par rapport à l'impact que les différentes propositions que vous faites pourraient avoir sur eux? Merci. Merci, Mme Berrien. Monsieur Sueur. Oui, merci. Je me présente, Jean-Pierre Sueur, citoyen, et aussi sénateur. Non, je dis ça parce que, vous voyez bien pourquoi, parce que nous sommes tous des citoyens. Bon. Mais je tiens à vous dire que j'ai été très intéressé par vos propos, que j'ai senti
que c'était le fruit d'un travail où vous vous êtes vraiment impliqué. Donc, pour parler vrai, comme mes collègues, finalement, je vais poser 2 questions. La première, je ne suis pas persuadé, mais de la nécessité de remettre des phrases sur le sujet alors qu'il y a la charte de l'environnement. Et vous n'avez pas pensé qu'on pouvait peut-être modifier la charte de l'environnement, par exemple, si vous souhaitez insister sur la question du climat, parce que j'ai peur que ce soit un peu redondant. Je dois dire que lorsqu'il y a eu la charte de l'environnement, j'étais déjà sénateur, vous voyez, j'ai eu beaucoup d'interrogations qui étaient liées à notre ami Robert Badinter, qui trouvait que le principe de précaution n'était pas défini. Et c'est un vrai sujet, parce que quand on dit, si on met qu'on garantit la préservation de l'environnement, bon, mais une fois qu'on l'a écrit, et comme là on a écrit principe de précaution. D'ailleurs aujourd'hui, par exemple, il y a un vaccin dont on parle tout le temps. On en parle tellement que certaines personnes ne veulent plus se faire vacciner. Alors je vais dire, j'applique le principe de précaution. Si je l'applique absolument, peut-être que je vais dire, tant pis, on ne va pas utiliser ce vaccin. Mais en même temps, si je ne l'utilise pas, je vais faire que la maladie va progresser, que les risques vont augmenter. Donc, c'est pas en blanc ou noir, c'est-à-dire que à chaque fois, il y a finalement une réflexion. Et de même, par rapport à votre idée, toujours pour l'inscription dans la Constitution, que lorsqu'il y a conflit entre des valeurs qui sont dans la Constitution, ce qui est un vrai sujet, vous voyez, ça ne peut pas porter atteinte à la préservation de l'environnement. Mais je dirais aussi, pourquoi on ne dirait pas, s'il y a conflit entre des valeurs, ça ne peut pas porter atteinte à l'aspect social ou à la lutte contre la grande pauvreté. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, pour moi, la préoccupation environnementale est essentielle. Pendant trop longtemps, on l'a méconnue. Vous avez parfaitement raison. Mais elle doit toujours être articulée avec les préoccupations liées à l'humanité, tout simplement, parce que si l'homme n'existait pas, le mot environnement n'existerait pas non plus. C'est-à-dire qu'on est ensemble, finalement, on en fait partie. Ça, c'était la première série de questions. Puis la deuxième, pour ne pas être très long, Monsieur le Président, je voudrais franchement qu'on parle d'un sujet. Vous avez demandé qu'il y ait de nouvelles personnes tirées au sort dans le Conseil économique et social et environnemental. Et nous, ici, puisqu'on est franc, on est un certain nombre à avoir des réticences. Pourquoi ? Et peut-être, je ne veux pas que vous preniez mal ce que je dis, puisque je suis franc. C'est-à-dire que nous, moi j'ai été formé, et peut-être je suis un peu ancien, je mets toutes les précautions, dans l'idée que le principe de la démocratie, c'est que des gens se présentent en disant, voilà, vous votez pour moi, mais je défends un projet, un programme. Et donc, les gens qui sont là, ils sont par rapport à ils défendent des choses. Bon. Et on voit bien dans la démocratie, tout le monde ne défend pas la même chose, heureusement. Et j'avais un peu peur, je me demandais comment justifier le caractère contingent, un petit peu hasardeux du tirage au sort. Le tirage au sort, c'est un peu comme la loterie, qu'on peut gagner, on peut... et vous avez vécu ça. Et finalement, après 6 mois au moins, ou 8 mois de travail que vous avez mené, quelle est votre réflexion là-dessus sur, en gros, la démocratie classique, celle que nous représentons, avec tous ses défauts, et cet essor d'une sorte de démocratie qui est le fruit du hasard, mais le hasard peut aussi avoir de bons effets. Donc, qu'est-ce qui vous fait penser que ce serait mieux si au Conseil économique et social, il y avait des gens tirés au sort? Et je poserais même une question, pourquoi pas à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans le même ordre d'esprit? Vous voyez ce que je veux dire?
Je me permets de poser cette question. Peut-être que je suis un peu indélicat, mais enfin, vous voyez que je suis sincère et que je vous dis ce que je pense. Merci. Merci, Monsieur Sueur. Monsieur Alain Marc. Ensuite, merci, Madame Jourda. Président. Je voudrais remercier aussi les participants qui sont venus ici de la Convention citoyenne. Et je voudrais reprendre un terme de Jean-Pierre Sueur qui a dit que rien n'était blanc, rien n'était noir. Je voudrais savoir d'abord si vous vous êtes intéressé aussi à l'aménagement du territoire. Pourquoi ? Parce que certains effets de certaines lois, lorsqu'ils ne sont pas appliqués au territoire, se révèlent parfois négatifs. Depuis plus de 100 ans, nous constatons un exode rural. J'habite dans un département très rural, l'Aveyron, et ce que nous constatons, c'est que si la population augmente de 100 ou 200 habitants par an sur une population de 280 000 habitants, c'est trop peu. Par contre, les gens continuent à s'agglutiner en ville. De cela, on a déjà tenu compte il y a une dizaine d'années lorsque l'on a prévu les SCOT, etc. Et on s'est dit la chose suivante. Tous les 10 ans, il y a un petit département français qui est artificialisé. Non pas à cause de ces départements ruraux, qui sont souvent entre la loi montagne, quand ils ont des grands lacs, parfois même la loi littorale, comme chez nous, mais parce que des départements ont fait n'importe quoi. Et effectivement, on a assisté à une artificialisation des terres et à ce que nous disions, un département rural, un département qui chaque 10 ans serait artificialisé. Aujourd'hui, les conséquences de cela, avec une politique qui est nationale, en disant ceci, alors qu'on a constaté lors du confinement qu'il y avait un retour des gens vers les zones rurales, nous sommes contraints, au niveau de l'urbanisme, on en a tiré les conséquences suivantes. On s'est dit que dans les PLUI, on regardait ce qui s'était passé 10 ans avant, on projetait 10 ans après, et on s'est dit on ne construira pas plus. Or, si on veut rééquilibrer les territoires, si on ne veut pas que les gens continuent à s'agglutiner en ville, avec les problèmes sociaux qui sont conséquents, les transports tous les matins, il conviendrait d'aller beaucoup plus loin dans la nuance et de faire de la dentelle et de se dire que peut-être dans ces départements-là, on pourrait proposer plus de construction, de façon à avoir à nouveau des gens qui habitent là, qui ne se déplacent pas, qui restent autour de chez eux et qui n'ont pas toujours la nécessité d'habiter en banlieue, et ce qui est contraire à ce que l'on pourrait penser au niveau général. Donc il faut aller beaucoup plus loin dans l'analyse et permettre cela. Je dis cela parce que nous sortons d'une campagne électorale, des sénatoriales, où nous avons rencontré beaucoup de maires, des maires qui avaient des communes de 100 habitants, 200 habitants, 300 habitants, qui sentent cette volonté et qui sont aujourd'hui bridés par des lois sur l'urbanisme qui ont été construites il y a 10-15 ans et qui aujourd'hui s'appliquent et qui malheureusement vont dans le sens contraire de ce que nous souhaitons tous au niveau de l'aménagement du territoire. Bien évidemment qu'on peut toujours prévoir des cuves de rétention, etc., pour pas qu'on ait de artificialisation, même en milieu rural. Mais allons vraiment dans la nuance, parce que c'est ça qui est important, et ne tirons pas ensuite des conséquences juridiques au niveau national qui ne seraient pas celles que nous souhaitons pour le milieu rural et pour l'aménagement du territoire. J'ajoute que la loi 4D va arriver, et j'aimerais savoir si justement les conséquences juridiques que nous pourrions tirer du texte qui sortira des assemblées n'ira pas en contradiction avec la loi 4D. Et pour nous, dans les départements ruraux, l'aménagement urbanistique est absolument capital. Merci, Monsieur Marc. Madame Jourda, puis ensuite Madame Gattel. Merci. Je voulais savoir comment vous aviez été désigné pour venir au Sénat. C'est-à-dire, avez-vous été élu par vos pairs pour venir représenter les 150 ou avez-vous été tiré au sort? Ou un autre mode de désignation qui ne me viendrait pas à l'esprit aujourd'hui. Deuxièmement, j'ai une question à Monsieur Costa. Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris ce que vous avez dit tout à l'heure lorsque vous avez parlé d'obligation de résultat sur le réchauffement climatique, si c'est ce que j'ai compris. Auquel cas, je voulais savoir quelle était pour vous, au regard évidemment des informations que vous avez pu avoir, quelle est la part anthropique dans le réchauffement climatique. Et la troisième question est pour Madame Blanchetot, qui nous a expliqué que, à son sens, et au regard évidemment des éléments qu'elle avait eu aussi, puisqu'elle n'est pas prof de droit constitutionnel ni effectivement professionnelle du droit constitutionnel, il pouvait y avoir une boîte de Pandore, mais qu'elle ne serait pas ouverte pour des raisons qu'elle nous a exposées.
Je dois dire que nous avons ici entendu 3 professeurs de droit constitutionnel, dont un conseiller d'État, qui n'ont pas eu la même opinion. D'ailleurs, ils avaient tous les 3 des opinions différentes, y compris sur le sens du mot garantir ou du mot agir. Ce qui signifie que les certitudes qu'on peut avoir, en réalité, n'ont aucune consistance. Parce que nous ne savons absolument pas ce que le Conseil constitutionnel pourrait dire. Les professionnels eux-mêmes ne le savent pas. Alors, dans ces conditions, est-il raisonnable d'ouvrir une boîte de Pandore qui consisterait finalement, lorsqu'on regarde le texte, à annihiler toute activité humaine, puisque toute activité humaine, y compris la maison dans laquelle nous vivons, évidemment, est une atteinte à la nature et à la biodiversité. Il faut être clair là-dessus. Donc voilà quelles sont mes questions. Merci. Madame Gatel. Merci, Ensuite, Monsieur le Président. Président. 3 points. Je voudrais d'abord vous remercier tous les 3 de votre présence ici aujourd'hui, de votre engagement et de vos travaux. Et comme mon collègue et nous tous ici, je suis citoyenne sénatrice, que nous avons ce que certains appellent une vraie vie, et je suis élue locale aussi en Ille-et-Vilaine, en Bretagne, où j'ai longtemps été maire. Nous avons ici au Sénat, mais je crois comme tout citoyen, conscience de la nécessité de préserver ce qu'on appelle les ressources, parce que l'objectif est simple, c'est de transmettre à nos successeurs un monde et une planète que nous avons emprunté, mais où nous devons vivre, et que le concept de développement durable qui a été inventé est un concept particulièrement intéressant parce qu'il évoque 3 piliers. Il évoque bien un pilier environnemental, il évoque bien un pilier social et sociétal, et il évoque bien un pilier économique. Et donc, la loi doit être faite, et l'action aussi doit être faite pour que ces 3 piliers se tiennent, puisque l'un ne peut pas être cultivé au détriment de l'autre. Deuxième point, la France est déjà engagée dans la protection de l'environnement, puisque la charte de l'environnement est adossée à la Constitution, ce qui n'est pas rien dans notre pays, et que des décisions de justice ont déjà été prises, notamment sur la fabrication, la vente, la transformation de médicaments dont la production aurait nui aux ressources et à la biodiversité. Donc on a déjà des effets. Troisième point, c'est le mot que vous défendez, qui est le mot de garantir. Alors moi je ne suis pas constitutionnaliste, mais je lis le français un peu comme chacun d'entre nous, et quand on regarde les synonymes de garantir, ça s'accomplit d'une obligation de résultat. Vous avez effectivement entendu, vous avez fait un travail considérable, je n'en ai aucun doute et je vous crois. Avez-vous fait des initiations de ce que j'appelle des études d'impact ? C'est-à-dire quel est l'effet et les conséquences des mots que l'on emploie, et avez-vous auditionné dans tous les travaux que vous avez faits, encore une fois ils sont conséquents, je ne le nie pas, avez-vous auditionné? On a parlé des acteurs économiques mais aussi des élus. Et je vais vous prendre un exemple très concret. Aujourd'hui, pour rebondir sur ce que disait notre collègue Marc, il y a un objectif, une obligation de 0 artificialisation. Ça veut dire en français tout simplement qu'on ne peut pas aller prendre 1 hectare de terre agricole pour construire des usines ou pour construire des maisons. Et donc, dans les communes, il y a ce qu'on appelle des documents d'urbanisme. Et un maire, dans ce document d'urbanisme, va dire, pour répondre à cette obligation, moi, je gèle 30% de la surface de ma commune qui ne seront pas constructibles pour garantir ce principe. Or, ne voilà-t-il pas que des citoyens, il n'en manque pas dans notre pays, qui confondent parfois l'intérêt privé et l'intérêt général, disent au maire, alerte, vous avez gelé 30% de terrain, mais ces 30% ne suffisent pas pour atteindre l'obligation de garantie, et c'est 70% de terre et de surface de votre commune que vous auriez dû geler. Autre exemple, on imagine qu'il y a nécessité de développer une petite ligne ferroviaire pour désenclaver des territoires dans le Cantal ou je ne sais où.
Donc, des collectivités décident d'un projet de liaison ferroviaire absolument utile pour les habitants, pour les entreprises, etc. Et une association considère que l'aménagement de cette ligne ferroviaire a nui à la biodiversité. Ne pensez-vous pas qu'une décision de justice s'appuiera sur le mot garantir et considérera que ces actions qui sont faites pour servir le bien général et désenclavé des territoires, ne considérez-vous pas qu'elles risquent fort d'être sanctionnées et qu'on va avoir un blocage total et un peu fort de toute action qui vise l'intérêt général? Je vous remercie. Merci Madame Gatel. Madame Kuckerman, puis ensuite Monsieur Darnaud. Oui, merci. Donc Cécile Kuckerman, sénatrice de la Loire. Pour aller dans le même sens peut-être que mes collègues, tout d'abord pour dire... moi, je vous remercie bien évidemment pour votre présence ce matin. Je crois que vous l'avez dit chacun avec vos mots, l'exercice n'est pas simple. Et il n'est pas simple, même si nous sommes tous citoyens, d'entrer dans ce temps de faire, de choisir, de décider et de mettre en œuvre ce que l'on pense, ce que l'on souhaite être le mieux. Nous avons face à cette question climatique une difficulté, c'est que finalement, dans ce grand écosystème qui est celui de la planète Terre, nous sommes le seul élément à se soucier à la fois de notre survie, mais aussi de la survie de tous les autres et de la planète qui nous accueille. Si je dis cela, c'est parce que bien évidemment, cette défense climatique, cette défense de l'environnement, elle est indissociable de l'aménagement du territoire, cela a été dit, de l'aménagement du territoire dans lequel vivent, travaillent les femmes et les hommes de notre pays, de notre planète, je pourrais dire. Et pour reprendre ce que disait Madame Gatel, ce qu'ont dit d'autres collègues précédemment, avec cette volonté de garantir, et vous l'avez très bien rappelé Madame, on ne change pas la Constitution comme cela. Donc une fois que c'est inscrit et cela s'applique dans tous les sens. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez pu mesurer toutes les incidences et les conséquences que cela veut dire dans ce qui fait notre vie aujourd'hui et parfois de la difficulté à trouver des équilibres? J'ai envie de dire d'abord dans vos propres vies personnelles. Vous avez fait état de vos professions. Elles seront inévitablement impactées dans le fait. Vous êtes originaire de départements, de territoires différents. Ils seront inévitablement impactés. Donc voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a cet objectif, je crois, de préserver, même pas de préserver, de transmettre la planète aux générations futures dans l'état le moins dégradé qu'il soit pour qu'eux puissent également y vivre demain. Mais nous avons aussi la nécessité de permettre et de faire vivre ensemble des individus dans un territoire donné. L'exemple de la ligne des chemins de fer en est un, mais l'installation d'une entreprise, les produits utilisés par celle-ci, des événements rassemblant de très nombreuses personnes pour des événements quels qu'ils soient en sont, et donc il y a un moment donné où comment est-ce que justement cet enjeu climatique ne vient pas non plus engendrer des difficultés dans la vie des femmes et des hommes, ne vient pas non plus finalement limiter, y compris la recherche et le progrès qui permet inévitablement demain d'avoir des activités humaines moins polluantes, qui dérégleront moins le climat qu'elles n'ont pu le faire par le passé. Donc je crois en tout cas que c'est en ceci que nous nous interrogeons sur une telle inscription qui pourrait venir finalement freiner le meilleur de ce que l'activité humaine peut faire pour demain en lien avec la préservation du climat. Monsieur Darnaud, puis ensuite nous aurons Monsieur Benaroche et après on laissera la parole à nos invités. Merci Monsieur le Président. Je ne vais pas reprendre à mon compte, même si je les partage, les propos qui viennent d'être tenus par l'ensemble de mes collègues. Ma question, elle est très simple. Et mon interrogation est relativement simple.
parce qu'on peut se retrouver sur le constat et sur le diagnostic que vous avez posé. Et je pense qu'il peut d'ailleurs faire largement consensus. Mon inquiétude, et Alain Marc l'a rappelé tout à l'heure, c'est qu'à l'heure où le législateur va s'interroger dans quelques semaines sur la nécessité qu'il y a à différencier la plupart de nos territoires, parce qu'ils présentent des spécificités tout à fait singulières, parce que les problématiques rurales ne sont pas les problématiques que l'on rencontre dans le tissu urbain. Les problématiques du littoral ne sont pas les problématiques que l'on retrouve dans les territoires de montagne. Et si on s'interroge sur cette nécessaire différenciation, c'est parce que l'on a aussi opéré un constat, c'est qu'il est difficile d'imposer à l'ensemble de nos territoires finalement des mesures qui seraient, j'allais dire, largement uniformes et qui s'appliqueraient en tout lieu, en tout point de notre territoire de façon justement uniforme. Et ça, pour moi, c'est un écueil majeur qui contraint et empêche toute forme d'agilité. Là où on a bien vu, et le président tout à l'heure faisait écho aux différents mouvements sociaux, notamment des Gilets jaunes, mais pas que, l'ensemble des mouvements qui se sont levés au cours de ces dernières années dans notre pays. Et vous avez vous-même, et à juste titre, rappelé qu'il y avait lieu justement à trouver ces points d'équilibre entre l'activité économique, entre justement tout ce qui fait aujourd'hui l'écologie, l'environnement. Et je crois qu'en cela, vous avez parfaitement raison. Mais ma crainte, c'est qu'en élevant certaines de vos propositions au rang constitutionnel, singulièrement en les inscrivant à l'article 1, ne va pas-t-on plutôt contraindre encore un peu plus et demander à ce que soit appliqué de façon très uniforme, voire parfois un peu rigide, certaines dispositions à l'ensemble, pour rester sur le champ des territoires, à l'ensemble de nos territoires, là où on aurait plutôt besoin un peu d'agilité. Et en ce sens, et je le dis très directement, je me retrouvais bien dans la proposition formulée par notre collègue Questeur Sueur sur la charte de l'environnement, qui, comme l'a rappelé Françoise Gatel, est adossée à la Constitution, parce que justement, pour moi, elle permettait ce besoin de différenciation et d'agilité. Voilà, donc on se retrouve effectivement sur les constats, mais ma préoccupation, s'agissant de l'inscription dans la Constitution, c'est véritablement celle-ci. Merci, M. Darnaud. Et enfin, M. Benaroche, qui est en visio. Oui, merci, Monsieur le Président. Donc, je suis Guy Benaroche et je suis des Bouches-du-Rhône. Il est déjà midi et donc en fait, je suis essentiellement là pour écouter les gens de la Convention citoyenne que j'ai déjà eu l'occasion de rencontrer pour certains d'entre eux, puisque je peux le dire à tous mes collègues, bien entendu, il est possible de rencontrer les gens de la Convention citoyenne très facilement, là où nous nous trouvons, dans les régions où nous sommes, ou ailleurs, physiquement ou en visio. Et donc j'ai eu l'occasion déjà de m'entretenir avec nombre d'entre eux plusieurs fois. Et je ne vais pas entamer le débat avec mes collègues parce que sinon nous parlerions tout le temps et nous ne laisserions pas la parole, mais je ne partage pas la plupart des choses qui ont été dites. Effectivement, il est temps de passer sur un autre rythme et au niveau législatif et au niveau constitutionnel et au niveau des actions à mener. Tous les moyens peuvent être étudiés pour y arriver. Une transition, un changement réel du mode de société, de production, de consommation dans lequel nous nous trouvons est aujourd'hui nécessaire. Nous ne sommes pas dans la situation où nous nous trouvions au moment de la promulgation de la Charte de l'environnement. Vous savez tous à quel point la situation de notre planète, la situation de la biodiversité, la situation liée au changement climatique rend de jour en jour ce combat et cette lutte plus urgents, et à quel point nous ne devons pas aujourd'hui nous contenter d'un certain nombre d'éléments, de mesures ou d'actes législatifs qui n'ont pas pour l'instant permis effectivement de prendre à bras-le-corps ce problème. Je n'irai pas plus loin dans ce débat puisqu'on aura l'occasion d'en parler, bien entendu, mais j'avais deux questions donc à poser après avoir remercié aux trois personnes qui sont venues. La première, et en dehors de ce projet de loi constitutionnel, pensez-vous utile de faire figurer dans la loi le terme et la notion d'écocide? Et la deuxième question, c'est comment comptez-vous faire pour venir permettre aux députés et aux sénateurs qui étudient ou qui vont étudier en dehors de ce PJLC ensuite la loi climat et résilience, pour pouvoir leur permettre
d'adapter et d'adopter une grande partie des mesures que vous aviez préconisées lors de la Convention citoyenne. Merci. Merci, Monsieur Benaroche. Voilà, vous avez 9 interventions qui se sont succédées. Autant de questions à la fois juridiques et très théoriques, mais importantes, que de questions pratiques. Donc, je ne sais pas dans quel ordre. C'est vous qui commencez, monsieur Costa ou monsieur Frati? Ouais, je vais commencer, ça ne te dérange pas. Je te passe la main juste après. Je vous en prie, vous avez la parole. Merci beaucoup de toutes vos questions. D'avance, désolé parce qu'il y a eu beaucoup de questions et il est possible qu'on en échappe une ou deux. N'y pensez pas que c'est parce qu'on ne veut pas y répondre. N'hésitez pas à revenir vers nous dans un second temps ou même après pour qu'on y réponde, parce que je trouve ça très important qu'on réponde à toutes vos questions qui sont toutes très pertinentes. Je vais commencer moi sur les questions qui sont article 1er, notamment je vais commencer sur la question sur le tirage au sort, par exemple sur la question de la légitimité de ces citoyens qui en fait qu'on est allé chercher. Vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, nous avions un rôle consultatif déjà, nous n'avions pas un rôle décisionnel et nous ne cherchons pas à l'avoir. Nous sommes là en co-construction avec les représentants élus et il est important de le rappeler. Effectivement, on a préconisé qu'au Conseil économique, social et environnemental, il puisse y avoir des citoyens tirés au sort parce que, pour l'avoir expérimenté, on pense à 150 que le tirage au sort est un beau mode de démocratie participative, voire délibératif. Ça permet en fait aux citoyens qui ne s'impliquent pas, qui ne veulent pas s'impliquer ou qui n'ont pas le temps de s'impliquer, de participer à la vie de la cité. Et ça, c'est quelque chose de positif, parce que oui, on va chercher des gens en très grande précarité, des gens qui ne sont pas forcément diplômés, des mères au foyer. C'est des gens qui ne vont pas forcément se présenter à des élections ou être militants d'un parti politique. Donc, effectivement, moi, je crois en la démocratie représentative, je crois à nos représentants élus, mais je crois aussi qu'on peut leur adjoindre des citoyens qui seront là pour leur faire des propositions, pour les conseiller, pour apporter autre chose, pour être un peu la cerise sur le gâteau institutionnel. Donc moi je pense que l'un ne va pas sans l'autre et je trouve ça au contraire sain qu'on puisse adjoindre du citoyen un peu partout. Ensuite je vais aller sur les questions d'aménagement du territoire, parce qu'en plus vous avez de la chance avec mon collègue Costa, nous étions dans le groupe Se Loger, donc nous avons parlé de ces problématiques, notamment d'artificialisation des sols. On a fait plusieurs propositions pour cette artificialisation des sols et oui effectivement nous avons pris en je trouve pas mon terme, mais c'est pas grave, je vais en utiliser un autre. Oui, merci beaucoup. Nous avons pris en compte tous les acteurs locaux. Nous avons même certains de nos citoyens qui sont maires de très petites communes. Donc oui, nous avons pris en compte tout cela et nous avons mis en œuvre des propositions qui visent à tendre vers le zéro artificialisation, déjà avec une temporalité bien définie et aussi avec des logiques de compensation par exemple et des logiques qui seront, nous on l'avait mis à l'échelle du SCOT, je crois que dans la loi climat et résilience ce sera à l'échelle du SRADET, c'est la position qu'avait adopté le gouvernement, mais ce qui est important pour nous c'est le schéma de cohérence, parce qu'effectivement des communes qui ont artificialisé tout leur champ, moi je vis dans une petite commune normande mais il n'y a plus aucun champ, donc forcément la question de l'artificialisation ne se pose pas la même que pour d'autres communes où il y a des choses qui restent à faire. Donc ce qui est important c'est le schéma de cohérence, c'est l'élément central et effectivement on ne veut pas freiner toute artificialisation, on ne veut pas freiner tout développement, l'idée c'est de le faire en cohérence avec nos territoires, avec les besoins, mais aussi avec le besoin de préservation, parce que le besoin de préservation de la biodiversité, c'est pas un besoin accessoire, c'est pas un besoin béquille, c'est un besoin qui est aussi central, et c'est un peu l'objet de mettre aussi dans les valeurs de la République, dans cet article 1, les notions de biodiversité, d'environnement et de lutte contre le dérèglement climatique, c'est de les mettre en fait au même niveau, et c'est de dire que ça aussi, ça doit être pris en compte, et ça c'est important, et c'est quelque chose qui aujourd'hui n'est pas suffisamment pris en compte. Je continue sur qui est-ce qu'on a auditionné en fait, et qui est-ce qu'on s'est adjoint pour faire ces propositions. Bah oui, on a auditionné des acteurs économiques, des élus. Vous pouvez retrouver sur le site de la Convention citoyenne, très rapidement accessible sur Google, vous verrez en fait qui on a rencontré. Nous avons rencontré 200 à 250 intervenants et nous avons rencontré des élus, oui des acteurs économiques, oui on les a confrontés à nos propositions. On les a vus une première fois pour la construction et on les a vus une seconde fois pour la confrontation à nos idées, pour qu'ils puissent nous faire des retours justement, pour qu'on puisse faire des mesures d'études d'impact. Nous avions des gens qui étaient là pour nous accompagner, parce que les 150 citoyens avec nos petits bras, effectivement, tout seuls, nous n'aurions pas eu les moyens, mais nous avions eu la chance d'avoir les moyens du CESE, les moyens de l'État et les moyens de tous ces intervenants, d'ailleurs avec des avis parfois très divergents, qui nous ont aidés à construire ces propositions. Et c'est justement ce consensus-là que nous on allait chercher. Et je le rappelle aussi, les 150 citoyens nous-mêmes, nous avions des dissensus entre nous. Nous avions le pilote de ligne et la personne qui était en très très grande précarité, voire qui dormait dans la rue. Et c'est ce consensus-là qui a amené ces propositions à être mises sur la table. Et oui, on a pris en compte tous les
les champs, tous les acteurs, autant que possible, bien sûr, mais comme vous le faites également en commission. Et je vais finir sur ce point avant de laisser ma parole à mes concitoyens. C'est sur cette notion de... Moi, qui m'a fait plaisir, c'est que effectivement, vous, sénateurs, vous êtes citoyens. Mais effectivement, et ça, personne ne le nie. Et nous, d'ailleurs, ce qu'on propose pour cet article 1, c'est de le mettre au référendum. C'est de dire, en fait, on va le demander à tous les citoyens. Nous, les 150 citoyens, vous, les sénateurs citoyens, mais aussi les citoyens non élus. Et ce qu'on demande là au Sénat, ce qu'on a demandé à l'Assemblée nationale, c'est pas de changer la Constitution, c'est de faire cette proposition-là aux Français pour que les Français, dernier juge de loi, puissent décider si oui ou non ils veulent y aller. Donc effectivement, ce travail préalable est très important parce qu'il ne faut pas que des propositions farfelues tombent, bien sûr, et qu'on fasse des référendums tous les 4 matins. Mais là, la proposition qu'on souhaite faire par référendum, c'est de demander, bah oui, à ces 40 millions, 45 millions d'électeurs, est-ce que vous pensez que cette hiérarchie entre les valeurs, est-ce que vous pensez que cette direction vers la préservation, vers la garantie de la préservation de la biodiversité, de l'environnement, la lutte contre le dérèglement climatique, est-ce que vous voulez y aller? Et là, en fait, on pourra demander aux Français de se poser la question. Donc déjà, on aura un temps d'éducation, de sensibilisation, de formation à la question climatique qui sera très important parce que le constat, effectivement, nous, on le partage, mais beaucoup de gens, encore, malheureusement, ne le partagent pas. Ça permettra ce temps d'appropriation collective et ça permettra aux Français, bah voilà, de se donner une direction et de se donner, voilà, un choix. Et ce choix-là, pour nous, c'est important que les Français puissent le faire. Passer la main. La question, puisqu'on est sur les questions dites périphériques, la question de Mme Jourda, c'est comment tous les trois vous êtes venus, comment vous avez été choisis pour venir ce matin au Sénat. Je vais répondre très rapidement. En fait, à l'issue de la Convention citoyenne, après ces 8 mois de travaux, nous avons constitué une association qui s'appelle les 150. Cette association, donc nous sommes aujourd'hui, je crois, entre 120 et 130 citoyens sur ces 150. Preuve que le citoyen engagé, quand on est allé le chercher par tirage au sort, il continue encore après à s'engager. Et nous faisons partie, nous, d'un petit groupe, parce qu'en fait, nous avons 12 groupes thématiques au sein de cette association, éducation, déplacement, habitat. Nous faisons partie, nous, du groupe Constitution. Victor et moi en sommes les animateurs et donc nous avons fonctionné par consensus pour savoir qui était le plus apte à répondre à vos questions. C'est pour ça que nous sommes présents aujourd'hui devant vous. Non, j'en ai été le coprésident, mais je ne le suis plus aujourd'hui. Je suis un simple citoyen de cette association, au même titre que mes 2 autres collègues. Moi, j'ai pas pris de note, mais je pense que de toute façon, ça va être plus... de mon côté, ma sensibilité, c'est plus général. Le dérèglement climatique et la biodiversité, en fait, c'est... Est-ce qu'on l'intègre ou pas? Moi, j'arrête pas de me battre sur les réseaux sociaux avec des gens qui croient pas ou qui veulent pas y croire. Je pense que là, on est à un tournant où vraiment, il faut qu'on fasse des choix. Voilà, des choix de société, pas spécialement sur l'environnement, mais sur notre rapport à l'autre, au niveau politique aussi, hein, parce que bon, les politiques, on voit ce qui est dit, ce qui est fait, et les gens, ils commencent à se détourner. Donc, il faut revenir vers des trucs un peu plus, voilà, recentrer les gens qui y croient, quoi. Parce que même nous, on a été lésés. Moi, j'ai pas honte de le dire. Hein, on a déposé des textes. Et il ne devait pas y avoir de filtre, enfin, voilà. Hein. Vous savez comment ça s'est passé. Donc c'est tout ça qui fait que les gens n'y croient plus. Moi, dès le début de la Convention, autour de moi, on m'a dit « Mais pourquoi tu te casses la tête à faire ça? De toute façon, à la fin, tout va être démonté. » Et j'ai dit non. J'ai dit « Pourquoi ça va être démonté? Je vais faire le processus. » Et j'y crois. J'ai cru pour aussi le président. Pas de filtre. Bon, ça a été filtré. Et on ne peut pas continuer comme ça. Les politiques ne peuvent pas continuer, les gens ne peuvent pas continuer à nier qu'on a des problèmes. Les 2 degrés, c'est fini. Là, vous prenez Jean Covici, il le dit clairement. Les 2 degrés, c'est mort. Donc voilà. Après, pour répondre à madame, oui, il faut qu'on continue à vivre. C'est normal. Il faut qu'on continue à développer tout un tas de choses qui sont utiles pour nous. Mais il faut prendre ça en compte et qu'on ne pourra pas continuer à vivre comme on a fait jusqu'à présent sans prendre en compte tous les enjeux qu'il y a. On le sait, tout le monde le sait, on peut se voiler la face, mais tous les jours, ça tombe, les glaciers, que ce soit les problèmes d'eau, que ce soit les espèces qui disparaissent. Alors voilà,
Nous, on n'est pas... le monde ne nous appartient pas. On fait partie du monde. On a les mêmes atomes qu'une plante, qu'une pierre, qu'un arbre. Voilà. Donc soit on choisit de faire un monde où on va s'adapter, et on va faire en sorte que tout ce qu'on produit va aller dans le bon sens, ce qui répond un peu à votre question aussi. L'artificialisation des sols, on peut continuer à construire. Seulement, là, on construit avec des matériaux qui ne sont pas renouvelables. Donc, bien sûr qu'on peut continuer à construire dès l'instant qu'on change et qu'on va vers du renouvelable. La maison, on l'a construit, le jour où elle est démolie, elle n'a pas d'impact, ce qui n'est pas le cas. On sait que le ciment, c'est hyper émetteur de CO2. Donc, c'est tout ça qu'il faut prendre en compte. Et soit vous l'intégrez, vous vous dites, OK, on va tout faire progressivement, pas progressivement, mais assez vite quand même, parce qu'on n'a pas trop de temps quand même, et on va dans ce sens-là, ou soit on continue comme on fait jusqu'à présent. Et puis on continue la vie comme on l'a maintenant, avec le commerce qu'on a maintenant, avec les échanges qu'on fait, et puis on verra bien à quel moment on se suicide, parce que c'est ce qui va arriver. Moi, mon frère, il me dit, moi je m'en fiche, dans tant d'années, je ne serai plus là. Ouais, OK, on peut voir les choses comme ça. Tous les jours, je me bats avec lui. Mais moi, je ne vois pas les choses comme ça. J'ai des enfants. Et après, mes enfants, ça serait bien qu'ils aient des enfants et que ça continue. On ne peut pas se dire, allez, on s'éclate pendant encore 20 ou 30 ans, et puis après, on verra bien ce qui arrive. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci, Monsieur Costa. Blanche-Tout, peut-être. Non, il vous reste... Allez-y. Nous n'avons pas faim à ce point. On n'était pas là pour... Pardon. En tant que citoyen tiré au sort, on n'était pas là pour écrire les lois. Ça, c'est votre travail. Et c'est déjà... Enfin, pour nous, ça aurait été énorme. Donc, non. On vous laisse ça. Mais on était là pour dire qu'est-ce que nous, en tant que citoyens, qu'est-ce qui nous paraît acceptable par la société. Et honnêtement, on a auditionné plein de personnes et on n'a pas accepté, on n'a pas pris tout ce qu'ils nous ont dit. On a jugé par exemple la démographie, ça nous paraissait pas acceptable de légiférer là-dessus. Donc par exemple taxer la viande, ça nous a pas paru acceptable. J'étais dans le groupe Se Nourrir. On n'a pas tout pris comme ça. Et il y a autre chose. Moi, ce que j'ai appris du coup par rapport à ça, c'était l'intelligence collective de citoyens qui venaient de tous horizons. Comment ils vivaient, qu'est-ce que ça impactait justement dans leur vie, et c'est tout ça qu'on a pris en compte. Et ce que j'ai appris aussi dans cette convention, alors moi, il faut savoir que je n'avais pas conscience de l'urgence climatique, et comme beaucoup de mes concitoyens, donc on a vraiment pris une claque. Ce que j'ai appris, c'est que en fait, la transition écologique et la lutte contre le dérèglement climatique, c'est une opportunité aussi. Il ne faut pas que ce soit vu comme quelque chose qui va tout bloquer et tout paralyser. C'est une opportunité à saisir, et si aujourd'hui la France ne le fait pas, d'autres pays le feront. Et puis, quelques arguments. Quand on dit oui, ça bloquerait par exemple les innovations, ça bloquera peut-être les innovations qui sont néfastes, mais ça ne bloquera pas les innovations pour lesquelles on aura réfléchi aux conséquences. Ensuite, ce qu'on veut, c'est justement développer des industries d'avenir et protéger nos entreprises pour qu'elles soient plus résilientes. Et tout ça, c'est pas quelque chose qui doit être vu comme quelque chose qui paralyse notre économie. Ensuite, on avait, tout ce que vous nous dites, honnêtement, on y a pensé. Moi, la première, je me disais, mais est-ce qu'il faut changer la Constitution? Et puis, quels sont les risques? On a parlé aussi de, mais si vous faites ça, les entreprises vont toutes se délocaliser. Mais on en a beaucoup discuté, et puis avec les intervenants, etc., on s'est beaucoup renseigné, parce qu'il y avait le travail pendant les sessions, mais il y a aussi les travaux en dehors des sessions. Et aujourd'hui, les industries du futur, qu'est-ce que c'est? Les plus gros développements qu'il va y avoir, ça va être les entreprises qui sont respectueuses de l'environnement. Donc les autres, je veux dire, au bout d'un moment, que ce soit parce que les consommateurs changent ou parce que tout ce qui est RSE dans les entreprises, etc., ça n'ira pas dans un autre sens. Donc, et puis c'est justement en protégeant nos terres et nos sols et nos eaux qu'on assure la survie de nos industries, y compris l'agriculture. On parlait tout à l'heure des intervenants dont j'étais dans le groupe Se Nourrir. On a eu des débats contradictoires avec, pour vous donner un exemple, Greenpeace, la FNSEA et le directeur de Système U. Voilà. Donc vous voyez un peu, c'était
il y avait de l'ambiance, mais c'était hyper... Enfin, c'est vraiment ces débats-là qui ont alimenté notre réflexion. Et oui, on a vu avec le spectre de l'économie, il y avait des gens qui sont touchés, enfin, des gens qui travaillent dans les secteurs qu'on a évoqués, l'aviation, etc. Donc, bien entendu, on a pris en compte l'économie. On n'a pas voulu mettre l'écologie au-dessus de tout. Il faut concilier tout ça. Et d'ailleurs, les libertés demeurent égales. En fait, le juge, il devra les concilier. Il ne devra pas mettre... c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Le juge, il devra concilier tout ça, en fait. Ce n'est pas une histoire de mettre quelque chose au-dessus de l'autre. Et puis, par contre, si on ne fait rien, la France s'expose à des condamnations dans quelques années par l'Europe ou par... dans le monde, on s'expose à d'autres choses. Donc, il faut absolument prendre en compte ces enjeux. Et sur le terme « garantir », il existe déjà dans la Constitution, par exemple, il est écrit que la République garantit à tous la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et le loisir. Donc, voilà, le terme « garantir », c'est vrai qu'avec le recul, j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi il y a un tel blocage là-dessus. Il y figure à plusieurs endroits dans la Constitution. Et puis, par rapport à la liberté d'entreprendre, c'est pas... la liberté, c'est faire ce qui ne nuit pas à autrui. La liberté d'entreprendre, ça n'a jamais été de polluer et de porter atteinte à l'environnement. Donc voilà, le juge, c'est tout ça qui conciliera. Et ça ne voudra pas dire qu'on arrêtera toute industrie et qu'on ne fera plus rien et qu'on ne fera plus de route et qu'on ne fera plus de... C'est du bon sens et c'est un message fort pour notre démocratie. Vous allez nous laisser le droit de rêver quand même, madame. Je dis ça à peine en plaisantant, parce que j'entends ce que vous dites et je partage à titre personnel une grande partie de tout ce que vous dites. Et j'entends quand vous exprimez l'idée sur laquelle les enjeux environnementaux ne doivent pas non plus être des enjeux bloquants en termes de développement. Et ça, c'est très sensible, naturellement. Mais la question, avant qu'on lève notre séance, la clarification, parce qu'en fait, c'est plus une clarification qu'autre chose. Je ne vois pas d'opposition, en réalité, sur les enjeux que vous posez, tous les trois. Je suis intimement convaincu que tous ceux qui sont ici les partagent, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais notre rôle est un rôle de législateur, donc il faut bien qu'on fasse un peu de droit. Et lorsque vous dites que ce qui dit dans la Constitution est d'égale valeur, vous avez raison, c'est ce que dit la Constitution. Mais tout à l'heure, vous disiez que le terme garantie avait, j'ai cru comprendre, pour vous, une obligation de résultat. Or, lorsque vous évoquez à l'instant le terme de garantie qui est utilisé par ailleurs dans la Constitution, et vous avez raison de cela, il est conçu ou imaginé comme une obligation de moyens. Donc toute la question qui se pose dans notre débat, c'est comment, dans son interprétation, lorsqu'il aura à un moment l'obligation de se prononcer, le conseil des juges du Conseil constitutionnel vont interpréter la notion de garantir. Car en réalité, aujourd'hui, si on regarde la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel, il n'y a pas d'obligation de moyens ni d'obligation de résultat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une vision civiliste des choses. C'est une autre vision. Et tout le sujet, il est là, en fait. Et l'ambiguïté, elle est là. Monsieur Frati. Oui, je me permets de réagir. En fait, je vous en prie. Je suis assez d'accord avec vous et vous inquiétez pas, on va bien vous laisser rêver et on peut rêver, on peut rêver de voler dans des avions qui sont verts. Je crois qu'Airbus et Safran travaillent sur le sujet et nous on pousse à les aider dans leur investissement. Ça fait partie aussi des mesures de la Convention citoyenne. Je tenais à le préciser. Non mais c'est important. Sur ces notions juridiques, nous sommes tout à fait d'accord avec vous et ça fait partie des débats qu'on a eu sur ce choix des termes parce qu'effectivement, nous on a beaucoup hésité. Pour être tout à fait honnête, moi j'étais plus partisan au départ d'un terme comme agir par exemple, qui était peut-être moins malléable juridiquement. Mais on a fait ce choix collectif parce que ce terme garantir amenait selon nous une obligation de moyens et une quasi-obligation de résultat pour prendre les termes du Conseil d'État.